Si seulement il y avait un mot français pour idiot savant. Événement idiot? Non, idiot savant. C'est du français. Un idiot savant. Ah, Parce OK, que c'est savant. ce que je suis. C'est Ah. quand, dans le dictionnaire, il y a ma face. Tu t'en vas où avec ça? Non, mais ça prenait quelqu'un, disons, d'audacieux pour... Un cabotin, disons-le. Ouais, c'est ça. Un, Mais c'est voilà, un cabotin. c'est ça. On a ouvert avec ça. Oui, quelques semaines. un hurlu-berlu. Ouais. Ouais. Mais non, mais... Je parle de ma je vais le dire, là. Félicitations. Mais non, mais je n'accepte aucun éloge. La Floride en 7, je C'était- pense qu'il y en a quelques-unes où tu as été direct dessus, ça se peut? Non, pas tant, non. C'est Martin le meilleur. Non. Non, vous deux, vous étiez à 4 Je parlais pas des séries. prédictions, là. Je parlais comme... On est tous mauvais. Ah oui, en tant en tant qu'être qu'être humain, en tant évidemment. qu'homme. Mais dans les prédictions, vous êtes à 4 sur 8, je pense. Puis moi, ça. 3. Donc, c'est... Mais si c'était facile, il n'y aurait pas de plaisir. Ben, c'est ça. Puis Ça ne vaudrait pas la peine de disputer En fait, les séries. si on nous forçait pas à les faire, C'est ce qui arrive, moi, on j'en est ferais plus forcé. jamais. on nous force à faire des prédictions. Venez nous délivrer. Dites-le aux autorités. On fait des prédictions contre notre gré. Mais les gens adorent ça. C'est ce qu'on nous dit. Je sais. Puis là, Ben, on a publié nos nouvelles prédictions. Puis tout le monde embarque. Tout le monde aime ça, sauf nous autres. C'est parce qu'ils peuvent se moquer de nous. Ouais, c'est mais comme correct. devenu, comme on appelle, une blague courante, un running gag. Comment on dit ça? Running français. gag en français. Ma fameuse prédiction sur les Bruins de Boston. Mais dans le fond, j'avais raison. À 2 semaines de décalage. Exact. J'avais Exactement. prédit leur chute. Et puis, c'est ça. c'est T'étais qui s'est là. produit, là. D'ailleurs, enfin, je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler parce que C'est un visionnaire. Ben, Alex, oui, il est qu'on trop peut dire ça comme en ça. avance sur son époque. C'est ça qui arrive. Non, mais moi, je l'ai déjà dit. Tu sais, mine de rien, ça fait 5 ans qu'on fait ça. Hein? Je sais pas, d'ailleurs, ça commence à être long. En tout cas. Mais moi, au début, je m'en défendais. C'était un exercice que j'aime pas. Puis là, je pense que j'y prends goût. Enfin, j'ai dédramatisé tout ça. Mais comme tu dis, Martin, c'est ça. C'est parce que ce que j'aime pas dans ça, c'est ça. D'abord, tu t'assois, tu sais, mettons comme Panthers, Bruins, tu t'assois, tu regardes ça froidement. Tu peux pas. C'est idiot de prendre contre les Bruins. Mais bon, c'est ça qui est arrivé. Et c'est là que réside le plaisir de regarder du sport, tu sais, du sport-spectacle. Là. C'est idiot, oui et non, dans la mesure où on sait que des surprises, il y en a tout le temps. Là, C'est ça. Il y en a à chaque année dans la Ligue nationale de hockey. C'est extrêmement imprévisible et donc, conséquemment, très dur à prédire, n'est-ce pas? Ça le dit. Alors, oui, tu as raison. Sur papier, il n'y a pas photo, mais après ça, les Kings de Los Angeles ont bien gagné la Coupe Stanley en terminant 8e dans l'Ouest un jour. Ouais. Les Prédateurs de Nashville ont atteint la finale alors qu'ils étaient sur un laissez-passer eux aussi. Il y en a d'autres des exemples comme ça, c'est arrivé très souvent. Mais le classement veut pas... Tu sais, on tient compte du classement pour établir qui participe aux séries, mais ce que tu as fait au mois d'octobre et au mois de novembre, quand tu arrives au mois d'avril, on s'entend, là, ton équipe peut avoir décliné de façon incroyable. Tu peux avoir plein de blessés. Les équipes ne sont plus les mêmes. Il y a eu des transactions. Fait que c'est l'art d'atteindre le pic de performance au bon moment. Puis, tu vas parler à n'importe quel dirigeant d'équipe de la Ligue nationale. Il y a une part de hasard incroyable. Ouais. Ils disent tous, il faut que tu sois chanceux, ultra talentueux, il faut que tu sois chanceux, puis il faut qu'il y ait des revirements tournent en ta faveur. Les astres. Il faut qu'il y ait des choses auxquelles tu ne t'attends pas qui tournent en ta faveur pour pouvoir avancer en séries éliminatoires. Et juste pour illustrer, là, c'est ça, il y a un lecteur... Oui, c'est là que je voulais aller. C'est ça, il y a un lecteur cette semaine qui m'a écrit qui m'a interpellé sur Twitter, puis qui a dit, il s'appelle Sébastien Gauthier, qui a dit « Hey, j'ai lu une étude là, qui disait qu'il faudrait comme jouer 57 parties pour que les favoris l'emportent dans une proportion vraiment décisive. » Au basket, 80% du temps, dans une série 4-7, là, comme on connaît. Ça, d'ailleurs, prends ça, basketball, l'espèce de sport qui n'a pas d'allure. Fait que c'est ça, j'ai cherché là, par rapport à ce en essayant de j'ai cherché l'étude à laquelle il faisait référence, qu'il n'avait pas nommé. Et c'est ça, c'est un blog qui a été rédigé par Michael Lopez, qui est le directeur exécutif de l'analyse de données dans la NFL. Donc, on s'entend, c'est un docteur en mathématiques, là, en analyse de données. Et la base de sa réflexion, c'est que dans la NBA, c'est la ligue professionnelle la plus prévisible en séries éliminatoires. Dans une série 4-7, l'équipe favorite l'emporte 80% du temps.
Et pour arriver à ce même ratio-là de 80 d'équipes favorites, dans la NFL, il faudrait tenir des séries 6 de 11, alors que c'est un match. Alors, on s'entend. Au baseball majeur, il faudrait que ce soit des séries 38 de 75. Mais ça, c'est cohérent parce que c'est tellement long et plate une saison de baseball. Il y a comme une. Fait que les séries, Ça là, seraient saurait tout de l'allure, autant, ouais. Bon, étale pas ton ignorance. Et dans la Ligue nationale, pour que les favoris l'emportent 80 du temps, donc il y aurait quand même 20 là, de chances de surprise, il faudrait faire des séries 26 de 51. Ce serait long un peu quand même. Ça serait long. Fait que l'échantillon 4 de 7, même si on trouve que c'est quand même beaucoup de matchs, il y a beaucoup d'impondérables qui peuvent survenir. Regardez dans la série en opposant les Devils aux Rangers, tu sors un gardien de 22 ans du chapeau comme ça, puis ça change complètement l'allure de la série. Personne pouvait avoir ça dans son analyse avant la série. Surtout qu'en face, il y a le meilleur gardien ou un des meilleurs gardiens de la Ligue. Là. Déjà là, c'est... Et qui lui a été bon, cela dit. Là. Ouais. Et comme les Bruins, la blessure à Bergeron, Krejci qui sort pendant la série, il est arrivé des choses. Leur gardien gagnant du trophée Vézina qui s'écroule, qui n'est plus capable d'arrêter un ballon de plage dans les matchs 5 et 6. Il l'a pas encore gagné. Ben, Il devrait. il est bien positionné. En passant, ça doit être un drôle de sentiment quand tu te présentes à l'avant pour aller chercher ton trophée Vézina puis que tu as été éliminé au premier tu tour. as terminé ta saison comme ça. Ouais. Alors tu sais, qu'on obtienne... Quand on nous demande des prédictions comme ça, je suis toujours frustré un peu parce que les gens des réseaux sociaux ont l'air à penser qu'on sort ça de notre chapeau comme ça. Il faut que tu t'assoies puis tu prennes le temps de regarder. Moi, je sors ça de mon chapeau. faut que tu t'assoies pour prendre le temps de faire une analyse qui se tient puis de dire voici pourquoi je pense que telle équipe va l'emporter. Mais ça reste qu'il y a une part de... Il y a une très grande part d'imprévisibilité. Donc, c'est pas c'était grave, bon. Alex. Hein, C'est pas grave, Alex. Là, on peut commencer à enregistrer, je pense. Ouais. On est réchauffé. Ouais. Aujourd'hui, montrez-moi un bon gardien, je vous montrerai une équipe éliminée. J'ai travaillé fort là-dessus. Débandade à Winnipeg et c'est la deuxième ronde. C'est tellement hockey, épisode 235. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bien le bonjour, messieurs. Les journalistes affectés à Roland-Garros, maintenant, il va falloir changer de Il gars. est multi, comme toi d'ailleurs, vous êtes multi. Mais pour les besoins de tellement hockey, Qu'est-ce que vous allez faire je sans vous moi? simplifie. Hey, j'avais pas pensé à ça. Parce qu'Alex s'en va à Roland-Garros. D'ailleurs, ça pourrait être le titre. Alex s'en va à Roland-Garros. Oui, ça sonne bien. Hein? Il y a du hockey là-bas, je comprends pas. Oui, je joue. On va voir Alexandre Texier. Alex Hockey Texier. ball. Christophe Alluet. Christophe Alluet. Donc, on va enregistrer un balado pendant qu'il va être dans le métro de Paris. Ouais, Je vais vous faire vivre Paris, les gars. Je marche là dans le métro. Oui, là, Alexandre Gascon, journaliste multiplateforme et multidisciplinaire. Salut. Journaliste Alex. vedette, je pense. Journaliste que étoile. Ça va bien résumer. Journaliste tout étoile. Merci. Salut, Alex. Allô. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Tu vas pas à Roland, tu restes avec moi. Moi, je reste avec toi. Parfait. Je m'appelle Alexandre Coupal. Ce sont les séries éliminatoires de la LNH 2023. Objectif Coupe Stanley 2023. De Edmonton à Raleigh, en passant par Vegas et New York. Ce sont les séries éliminatoires 2023 de la LNH. Direction la Coupe Stanley. Jack est content. Non, c'est méchant ce que je vais dire, mais on dirait un peu une cérémonie d'ouverture à Vegas. Ah oui, c'est vrai, peut-être c'est pas ton préféré. Non, ça n'avait pas fait de peine. Bravo, Jack. Lâche pas. Vous par où, là, je sais pas. On va faire un petit... On emballe la première On ronde. va emballer un petit peu la première ronde. D'accord. Donc, première ronde. Qu'est-ce que t'en retiens? Martin disait Bloody Sunday dans ses Ouais, notes. c'était bon, ça. C'est honnêtement une des journées les plus, je dirais, disons,
spectaculaire ou Donc, parce que sismique. dimanche, l'Avalanche du Colorado, champions en titre, ont été éliminés par le Kraken. Et les Bruins de meilleure Boston. équipe de l'histoire, Détenteur du record de la meilleure saison du monde. On va Calmons-nous. oui, ont été nuançons. éliminés par les Panthères. Voilà. Alors, écoutez, déjà qu'on soit en 7 matchs dans ces 2 séries-là, c'était déjà une surprise en soi. Ouais. Ça en dit long, c'est ça, sur ce qu'on exposait un peu tantôt, là, comme quoi n'importe quoi peut arriver. Ça prend énormément de chance, d'acharnement, de talent. Et cet acharnement-là, je l'ai vu chez les Panthers, peut-être pour la première fois dans ce groupe-là, puis c'est vraiment Matthew Tkachuk qui semble avoir instillé cette... Oui. Instillé? Oui. Inspiré, instillé. Oui. Qui a amené ça. Regarde, on va prendre un verbe. On parle de ça. À Prend ta- des verbes à que ta je comprends. mesure, oui. Qui a apporté cette énergie-là, ce goût à la bataille qui faisait souvent défaut en Floride. On disait qu'il y avait c'était un beau collectif de joueurs talentueux, mais en gros, là, je résume, qu'on n'aimait pas ça quand ça faisait mal. Et ça s'était démontré dans leurs quelques présences éliminatoires, presque toujours sortis au premier tour. L'année dernière, avaient franchi le premier tour pour la première fois depuis leur finale en 96, mais se sont fait balayer par le Lightning. Donc, il y avait toujours un peu ce scénario-là. Là, qu'on exposait. Michel Therrien dirait qu'il était soft. Il était soft. Soft. Exactement. F, deux Et F. Tkachuk, honnêtement, après la première ronde, c'est mon Conn Smythe, là, personnellement. Il a été extrêmement impressionnant. Là, autant dans ses habiletés. Encore hier. Encore hier, oui. Mardi soir. Au premier match, mardi soir, contre les Leafs, mais autant dans la qualité de son jeu que dans tous les détails, dans le moindre détail, il emmène ses coéquipiers à la guerre. Il est impliqué physiquement, il est toujours dans le visage du gardien adverse, mais il déborde moins qu'avant. Il avait tendance à un certain moment à peut-être se laisser déconcentrer quand il était avec les Flames ou il était tellement préoccupé par ce rôle d'agitateur-là qu'il délaissait un peu le reste. Là, il y a comme le parfait équilibre en ce moment. Là. Puis ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. Puis ça a amené à une des soirées les plus surprenantes dans l'histoire de la Ligue, je pense, honnêtement. Là. J'ai pas souvenir d'une soirée aussi. La combinaison des deux le même jour. Exact, c'est ça que je veux dire. À quelques heures d'intervalle, ça, coup sur coup, là, si on prend ce court laps de temps-là, c'est vraiment. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose comme ça. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est arrivé? T'as 30 secondes. C'est arrivé parce que, si on parle de la série des Bruins, écoute, c'était, comment je pourrais dire ça? Ça pouvait sembler incohérent de dire ça avant les séries éliminatoires, mais c'est une équipe qui était parfaite pour le calendrier régulier, les Bruins. Moi, je trouvais qu'il était pas vrai, c'était une très, très bonne équipe de hockey. Elle avait énormément de profondeur, mais c'est une équipe moyenne en attaque, ou un peu au-dessus de la moyenne en attaque, qui reposait beaucoup sur un marqueur de 60 buts. Et si tu réussissais à isoler Pastrnak pendant une bonne partie de la série, là, tu isolais une bonne partie de l'attaque des Bruins. C'est une très bonne équipe défensive. Et finalement, Pastrnak n'a pas été visible dans la première partie de la série. Et c'était la meilleure équipe défensive de la Ligue. Et c'est ça qui les a tués dans les 3 derniers matchs. Et ça a été vraiment une surprise. Puis tu parlais tantôt, montrez-moi un bon gardien. C'est ça. Quand ça comptait, ils ont eu 2 matchs en prolongation dans les 3 derniers. Pour terminer cette série-là, leur gardien n'a pas été à la hauteur. Quand une équipe change de gardien dans un 7e match d'une série après avoir misé sur un gardien numéro 1 toute la saison, ils ont quand même eu un partage du filet comme bien d'autres équipes dans la Ligue nationale, mais l'homme de confiance était Ullmark, puis on a décidé de le sortir du filet. Là, tu te rends compte que ça va pas très bien. Et j'en reviens toujours pas qu'on n'ait pas laissé un repos à Patrice Bergeron dans le dernier match de la saison régulière à Montréal. Il s'est blessé dans ce match-là. Lui voulait jouer. Il voulait jouer, mais à un moment donné, il a beau être capitaine. C'est un gars de 37 ans. C'était un match sans signification. Un mois avant ce match-là, je prévoyais que c'était le dernier match de Bergeron à Montréal parce que je ne voyais pas comment les Bruins pouvaient lui permettre de disputer ce match-là. Ils avaient 2 centres de 36-37 ans. C'est un match sans signification. On aurait dû dire, les gars, posez-vous, ça va être long. Après ça va être une dure bataille.
Puis la bonne vieille loi de Murphy, quand quelque chose de mauvais peut se produire, ça finit par se Ouais. produire. Puis en même temps, moi, j'étais d'accord avec ça parce que l'année dernière, je trouvais que c'était ridicule ce que les Panthers ont fait quand ils sont amenés à Montréal en laissant de côté la moitié de l'équipe. Là, Mhm. Puis ça n'a pas donné grand-chose de bon. Puis à l'inverse, j'étais là ce matin-là quand Bergeron a expliqué qu'il voulait jouer à Montréal et tout, puis Montgomery l'a justifié aussi. Puis l'idée, c'était la culture, dans le fond. C'est le mot qu'on mettait de l'avant. Là. On se prépare pour les séries, le tournoi commence, Ouais. il est en santé à ce moment-là, il n'y a pas de raison de le laisser de côté alors que lui veut être à point, puis il sent qu'il doit, c'est le capitaine, il doit être là, il doit être présent, puis il veut augmenter son niveau d'intensité puis de compétition à l'approche des séries. Je comprends l'idée de le reposer, mais... Non, mais c'est une malchance aussi. Après coup, c'est ça, c'est une malchance. Puis- Après coup, on peut dire ça. Si, Moi, je l'avais dit avant, mais écoute, moi, j'avais dit l'inverse. Moi, fait que c'est pour ça que je change. pendant C'est pour ça que qu'il c'est pour ça que je ne changerais pas d'idée, parce que sur le coup, j'avais accepté leur explication. Ouais. Fait que je dirais pas après coup, il aurait donc dû le laisser de côté. tu sais. Mais il n'y a pas aussi... Mais ça a commencé là. Tout ça pour dire, on peut être d'accord ou pas. Ça a commencé là, leur mésaventure. Bergeron il a joué 3 matchs dans cette série-là, il a été moins 6 en 3 matchs. C'était pas le même. C'était pas le même Patrice Bergeron. Krejci était diminué aussi. C'est les 2 premiers centres de l'équipe. Fait que, qu'on soit d'accord ou pas, je pense que la mésaventure a commencé un peu là. Ça a déstabilisé cette équipe-là. Puis... Reste qu'il venait 3-1 sans Bergeron, tu sais, je veux dire. Ça s'est réglé en prolongation dans le match numéro 7. 5 et 7. Et chapeau aux Panthers d'avoir tenu le coup. Là, ça a été le match de vendredi soir. Le 6e match a été complètement dément. Il y a eu 7 buts en 3e période. C'est un but après l'autre. Alors, les Bruins ont eu la chance de terminer cette série-là. Ils ne l'ont pas fait. Ils s'en vont à la pêche cet été avec leur record de saison régulière. mais les gens, je pense, ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile quand tu connais une saison exceptionnelle comme ça de perpétuer ça en séries éliminatoires. Et là, on a l'exemple, dans les 4 sports majeurs nord-américains, il n'y a aucune équipe détentrice du record qui a remporté le titre. Non, puis entre nous, ça a été l'inspiration quand on a fait nos prédictions dans la première période. 2019, ça a été l'inspiration pour favoriser les Panthers. D'ailleurs, en 2019 aussi, les tenants du titre avaient été éliminés en première ronde. Donc, comme quoi l'histoire, 2019, nous apprend, pas besoin de chercher très loin, pas besoin d'étudier les chiffres jusqu'à demain matin. Et en 2019, l'équipe qui avait tout renversé sur son passage puis qui avait presque battu le record, s'était fait balayer au premier tour aussi. Oui, c'était Tampa Bay. Oui. Non, c'est ça mon Puis les Caps, qui étaient champions en titre, avaient perdu au premier tour. C'est pas les Pingouins qui étaient champions en titre? Non, les Caps ont gagné en 2018. Mais tu avais raison quand même, parce qu'ils avaient perdu au premier tour. Idiot savant, on revient à ça. Hey, juste finir sur Bergeron, parce que la raison pour laquelle il a joué à Montréal, c'est pas parce que c'était sa dernière fois. Non, mais il n'avait pas manqué le match d'avant non plus. Là. Je veux dire, si tu veux le reposer, pourquoi pas lui donner plus qu'une rencontre? Au-delà de tout ça, je veux dire, il n'y avait pas ça. Lui-même, il savait que c'était son dernier match. Pas, puis honnêtement, il tenait exactement le même discours l'année dernière. Ouais, je pense qu'il y a un moment l'an passé où on aurait pu croire que c'était le dernier match de Patrice Bergeron à Montréal, puis lui, il se posait pas la question, il profitait du moment, puis il se disait on verra dans le temps comme dans le temps, comme on dit. Ouais. Ça semblait peut-être un peu plus clair cette fois-ci. Mais... Avec les larmes qu'on a vues. Oui, exact. Puis les accolades. Mais il y avait quand même aussi un peu cette ambiance-là à la fin de la dernière saison des Bruins. C'est probablement plus concret maintenant, mais je pense pas qu'il l'ait joué en se disant « je joue parce que c'est mon dernier match à Montréal ». Bon, on le disait, fait que ce dimanche-là a été, disons, spécial. Vocabulaire. 10 points pour la qualité du vocabulaire. Ce qui allait se passer après ça, c'était l'élimination de l'équipe qui était championne en titre. Mais ça, on a comme commencé à le deviner la semaine passée, par exemple. La vérité, c'est qu'enfin, moi, dans mon cas, le Kraken, c'est pas une équipe que j'ai beaucoup vue cette année, un peu, mais quand même. Puis là est-ce qu'on est en train de s'apercevoir que... c'est ça, là. Ça valait la peine de les regarder. Le Kraken a connu une première saison d'existence assez difficile comparativement à ce qu'on avait vu à Vegas. Puis un peu tout le monde avait dit, bon, ça ne se répétera pas l'histoire de Vegas, puis on n'en parle plus. Puis le Kraken est passé un peu sous le radar cette saison. Quand même la 4e meilleure attaque de la Ligue nationale.
Et moi, il m'impressionne. C'est une équipe que je trouve vraiment impressionnante par sa rapidité. Les matchs que j'ai vus en séries éliminatoires, ça ressort beaucoup. Puis la statistique qui m'a accroché concernant cette équipe-là, c'est à 5 contre 5. Le fait que c'est l'équipe qui a été la plus dominante de la Ligue nationale à 5 contre 5, même plus que les Bruins qui ont remporté 65 matchs. Mais pas en différentiel. Donc, pas en différentiel, deuxième en différentiel, mais c'est l'équipe quand même qui a marqué le plus de buts à 5 contre 5. C'est difficile de marquer des buts à 5 contre 5 dans la Ligue nationale. Et ils ont terminé assez loin devant la compétition là-dessus. Donc, en séries éliminatoires, c'est tout un défi. Et ils ont commencé leur série de deuxième tour contre Dallas dans un match où il y a eu 9 buts de marqués, 9 buts à égalité à 5 contre 5. C'est assez rare qu'on voit ça. Et ils ont trouvé moyen de remporter ce match-là en prolongation. Alors, il y a de l'expérience, il y a des gagnants, il y a plusieurs gagnants de la Coupe Stanley dans cette équipe-là. Ouais. Alors, c'est peut-être l'équipe surprise de ce printemps, oui. Mais c'est intéressant de les voir jouer. Oui, c'est ça. Mais là, c'est ça, c'est vraiment grâce à leur profondeur qui sont en train de démolir tout le monde. Là. Il y a des marqueurs de 20 buts sur chaque trio. Tu as Daniel Sprong au sein du 4e trio, qui est un spécialiste de l'avantage numérique, qui en a marqué 21. Au sein du 3e, tu as aussi Oliver Bjorkstrand, qui a été le tueur de géants là, dans le 7e match. C'est un joueur important à Columbus avant. Ça a été une grosse c'est parce que Johnny Gaudreau est arrivé qu'on a été obligé de s'en départir, en fait, parce que c'était un problème sous le plafond salarial. On n'avait plus l'argent pour le garder. Oliver, c'était un problème sous le plafond salarial. Oui, parce qu'il était aimé, il était apprécié, là, Bjorkstrand, à Columbus. Donc, c'est un peu à contre-cœur que Kekalainen s'en est débarrassé, entre guillemets. Ils n'ont pas obtenu grand-chose. Je pense que c'est le choix de 3e tour. Alors... Non, c'est ça. Puis, tu sais, Schwartz sur le 2e trio. Et là, tout ça sans Jared McCann en ce moment, qui est leur marqueur de 40 buts, là, leur grosse dynamo offensive. Et sans que Vince Dunn, qui connaissait une saison presque digne d'un lauréat du Trophée Norris, là, va recevoir des votes, je suis sûr, hein. A 1 point, je pense, en 8 matchs ou quelque chose comme ça. Donc, malgré tout, c'est tellement bien réparti que c'est vraiment ce qui a fait la différence. Ça et le fait que Grubauer a été... Grubauer. Le Gru. C'est pas lui le méchant dans Die Hard? Gru, non. Le Gru, c'est un autre film. C'est méchant dans Les Mignons. Ah, oui, OK. Ben oui. Belle culture, je sais pas. Ben oui. Belle culture cinématographique. Mais tu parles de Grubauer, puis ça m'amène un peu, je reviens là-dessus, puis on va clore notre tour de la première ronde avec ce dénominateur commun. Moi, je crois beaucoup à ça. Montrez-moi un bon gardien, puis je vais vous montrer. C'est fou ce qui s'est passé avec les gardiens au premier tour. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec le bon gardien? Parce que ce soit Vasilevski, Shesterkin. La Shesterkin, mais Martin avait ouvert une porte ou une brèche intéressante là-dessus la semaine dernière, là, quand on jasait. Puis, tu sais, à savoir le système d'alternance. À quel point ça vaut la peine d'en avoir un? Est-ce qu'on fait pas fausse route en voulant minimiser la charge de travail de certains gardiens? Tout ça, j'ai pas la réponse. C'est juste fascinant de constater comment ça s'est déroulé au premier tour. Il y a plus de la moitié des équipes qui ont utilisé au moins 2 gardiens. Dans certains cas, c'était une brève apparition. Mais tu sais, si on prend les Oilers qui ont eu un système d'alternance toute l'année, ou presque, Campbell a sauvé leur saison, on s'entend, quand il est rentré au 4e match. Puis on l'a réinstallé sur le banc. On l'a plus jamais vu, alors qu'on a toujours eu un système d'alternance. Puis je regardais ça, tu sais, parmi les équipes éliminées qui avaient, je le mets entre guillemets, les meilleurs gardiens, c'est-à-dire qu'eux avaient un numéro 1 clairement identifié, qui a joué environ une 60aine de matchs dans la saison, et puis on ne se posait pas de questions. Donc, on pense au Colorado avec Georgiev qui était à 62, Dallas Ottinger, 61, les Islanders Sorokin, les Rangers Shesterkin, Vasilevski à Tampa puis Hellebuck à Winnipeg. C'est juste ces 3-là. Là. C'est la fine élite. C'est quasiment tous des gagnants du Vizina, j'exagère, mais il y en a 3 là-dedans. Puis Sorokin va le gagner un jour, puis Ottinger aussi. Mais Ottinger a gagné. Mais... Le Vizina? Non, sa série. Oui, c'est le seul des 6 que je viens de nommer. Donc, parmi les gardiens établi, identifié clairement comme numéro 1 avec une charge de travail 75% du temps, 60 matchs et plus. Il y a Cottinger dans une série quand même âprement disputée qui a réussi à s'en sortir. Donc, c'est fascinant. Puis, à l'inverse, Brossoit qui avait joué seulement 10 matchs en saison, les Golden Knights qui ont utilisé 4 gardiens, sans Lehner, entre autres, c'est lui qui a obtenu le filet. Donc, l'alternance,
ça marche on l'utilise en saison, mais il n'y a jamais personne. Je pense il n'y a aucun DG c'est plus l'entraîneur, là, mais j'ai aucune organisation qui est prête à user de cette stratégie-là en série. Minnesota a été la seule équipe à essayer de le faire. Eux, système d'alternance durant la saison, l'ont fait pendant 2 matchs en série. Gustafsson, premier match, Fleury, deuxième. Après ça a été terminé. On a identifié le numéro 1. Donc, j'ai pas un grand constat à tirer de ça, une grande leçon, mais c'est vraiment intriguant de voir comment on danse d'un pied sur l'autre. Ça ne marche pas en série, puis on danse d'un pied sur l'autre dans la façon d'utiliser les gardiens actuellement dans la Ligue. Qu'est-ce qui est optimal ou pas? T'sais? Le système d'alternance n'a jamais cours en série. Puis d'un autre côté, là, on regarde ça, et ce n'est peut-être qu'anecdotique, mais parmi les plus brillants gardiens, les meilleurs et ceux qui étaient clairement numéro 1, la grosse majorité a été éliminée au premier tour. Ouais. Donc, c'est étonnant. Mais c'est l'échantillon. C'est ça. Ouais. C'est ça. Parce que si on regarde la situation de Vasilevski... Tu le prendrais l'an prochain dans ton équipe. Je le prendrais. Non, mais évidemment. Puis toute la gang, là, Sorokin, Shesterkin et compagnie. Non, mais est-ce que ça aurait valu la peine? Parce que Vasilevski lui-même l'a dit, à partir de la deuxième moitié de saison, j'ai senti que mon corps m'a laissé tomber. Ça va être à surveiller durant l'été. Lui, il va clairement il va s'asseoir, là, puis il va faire une introspection sur... Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Est-ce que je devrais réviser ma charge de travail? Il a dit qu'il avait négligé sa récupération et qu'il avait senti son corps l'abandonner en deuxième moitié de saison. Est-ce que ça veut dire qu'il a trop joué? Est-ce que alors lui-même, en ce moment, se pose la question? Alors oui, on prend Vasilevski n'importe quand, mais... Reposer, mais lui-même s'interroge sur la meilleure façon de faire. Alors si lui ne le sait pas, moi non plus, on s'entend, mais c'est intriguant. Je trouve ça vraiment intriguant. Puis plus de la moitié des équipes qui ont utilisé 2 gardiens, c'est quand même pas banal. Skinner? Moi, je pense juste à ça. Depuis qu'on a commencé. Puis là, vous allez dire, quel beau montage, Alex. Non, j'ai trouvé ça intégral. Merci, l'Internet. Je pense juste à ça depuis qu'on a commencé à parler de Stuart Skinner, top 3 des meilleurs noms de la LNH. Puis ça va être notre porte d'entrée pour regarder un peu la deuxième ronde parce que tranquillement, est-ce que la chronique de Martin était prophétique, celle qui imaginait peut-être une finale Toronto-Edmonton? Ben d'abord, bonne nouvelle, Martin, les 2 équipes sont encore là. Fait que ça, c'est la première affaire. Un exploit, dans ces séries-là. Certaines, pour une des 2, peut-être. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà du résultat, la manière aussi est convaincante. Dans les 2 cas, commençons avec les Oilers et je vous laisse réfuter ou abonder dans le sens de ce que je viens de dire. Vas-y donc, Martin. Vas-y, Martin. Nous autres, on va t'attendre... Écoute, concernant les Oilers, ce qui est fascinant dans le cas des Oilers, je trouve, c'est qu'ils ont une façon de jouer atypique en séries éliminatoires. Ils ont leur façon de jouer à eux, comme je sais pas si on perpétue une culture organisationnelle, mais c'est pas cette équipe-là tente de mieux jouer, fait visiblement des efforts pour mieux jouer défensivement, puis c'est amélioré en deuxième moitié de calendrier. Et l'arrivée de Mathias Ekholm fait partie de ça, mais c'est pas une équipe qui est extrêmement minutieuse défensivement. On dirait que c'est une bande de surdoués qui essaie jusqu'à un certain point de bien faire les choses, mais qui repose... Le naturel. Qui se fie beaucoup à leur talent. Ouais. Et c'est très difficile à contrer. Tu as les 2 meilleurs joueurs offensifs au monde dans cette équipe-là qui ont le meilleur encadrement en termes de coéquipiers depuis leur arrivée dans la Ligue nationale. Et c'est la meilleure attaque massive de l'histoire du hockey. Moi, je pensais que les Kings allaient s'ajuster. 32,4 % en saison régulière pour les Oilers, c'était phénoménal. Mais là, quand tu joues contre la même équipe soir après soir, tu peux t'attendre habituellement de façon logique à ce que l'équipe adverse soit capable d'apporter des correctifs puis de tempérer le pourcentage qu'une équipe a eu d'efficacité en saison régulière. Et au lieu d'être moins efficace, l'avantage numérique des Oilers est passé à 56 %.
Alors, c'est amélioré. C'est extrêmement difficile à contrer. Ça crée une pression sur tout le monde, sur le désavantage numérique, sur tout le monde qui essaie de marcher sur des œufs pour ne pas écoper de pénalité, sur les meilleurs marqueurs adverses qui disent il faut qu'on produise plus que d'habitude parce qu'on fait face à une machine offensive extraordinaire. Et je pense que c'est un vent assez irrésistible. McDavid et Draisaitl sont à leur apogée. Ils sont dans les meilleures années de leur carrière. Et il y a quand même un groupe de soutien, les Evander Kane, etc., qui sont comme Zach Hyman, Nugent Hopkins. Il y a des gars qui sont capables de marquer des buts aussi, autres que ces deux-là. C'est très difficile à contrer. Alors, je ne vois pas... Même si les Golden Knights sont bien intentionnés, même s'ils ont une structure défensive, les Kings en avaient une, puis à la fin, tu te demandais s'ils allaient mettre leur culotte de hockey à l'endroit pour embarquer sur la patinoire, tellement c'était devenu difficile à contenir. Alors, je les vois battre, les Golden Knights. Et le série. pauvre Laurent Brossoit, qui risque de... Écoute, Laurent Brossoit, avec le nom qu'il a, je me rappelle des fois, il gardait les filets à Montréal, puis on se demandait tous s'il n'était pas sa brosse. Là, c'était comme ça le running gag, parce qu'il avait tellement l'air perdu devant son filet. C'est tout un jeu de mots, ça. Non, mais Il Brossoit. on n'est pas toujours les plus fins. Sur la galerie de presse, non. En termes de on finesse. s'en doute. Moi, je participe pas à ces conversations-là. De mémoire, ça venait de Martin. Et puis... Ça, c'est un mensonge. Ouais. Non, mais parce que je me rappelle d'un match, je pense qu'il était à Winnipeg, ça devait être pendant la pandémie. On aurait dit qu'il faisait de la natation. Là, surtout il gardait les filets pour les Jets. Oui, dans son demi-cercle bleu. On a toujours peur qu'il se noie. C'était pas évident. Et puis, ce sont de mauvaises blagues, mais tout ça pour dire que jamais on aurait pu s'attendre à une performance comme celle-là. Et Martin, tantôt, parlait d'atteindre son apogée au bon moment. Bien, les Oilers ont gagné 18 de leurs 21 derniers matchs. Les 3 qu'ils ont perdus étaient en prolongation. Personne ne les a battus en temps réglementaire depuis le 11 mars. Ça fait presque 2 mois. Et c'était les Leafs, d'ailleurs. Mm-hmm. Alors, je pense qu'on a là la démonstration d'une équipe qui est en forme quand ça compte. D'ailleurs, tout le monde ici a choisi les Oilers. Il n'y a personne qui... Ouais, en fait, on a tous choisi toute la même affaire, sauf Martin qui a pris Seattle. Bon, bien, allons-y. Pourquoi tu as fait ça, Martin? Seattle? Je l'ai expliqué un peu. Contre les Stars? Oui, absolument. T'aimes pas les Stars? Cela dit... 4 buts, Pavelski, hier, quand même. Oui. Non, puis en tout cas, montrez-moi un bon gardien. Quoique Grubauer... Le Grou. Enfin. Non, mais je vais retourner et je vais référer à l'histoire pour envisager cette deuxième ronde-là. Qui étaient les tombeurs... Ah, mais là, ça marche plus. Qui étaient les tombeurs des... de ces dames? Des Capitals de Washington en 2019? Je pense que c'était les Hurricanes, mais je suis pas sûr là-dessus. C'est parce que moi, je pensais que c'était les Pingouins. Et les Pingouins avaient été éliminés par les Islanders, qui ont été éliminés en deuxième ronde. Là où je veux en venir, c'est que d'éliminer l'équipe championne en titre, ça peut te mener vers une élimination en deuxième ronde. Ça s'est déjà vu. C'est ça? C'était les Hurricanes. Puis est-ce qu'ils ont gagné en deuxième ronde? Oui. Ah, bon, ben mon argument ne tient plus. Ils avaient balayé les Rangers en deuxième ronde. Mais reste que c'est ça. Les Kraken, Islanders, pardon. De continuer d'envisager le Kraken pour continuer d'avancer. Ça reste la prédiction audacieuse. C'est audacieux. Martin est un homme audacieux, visiblement. Et on te félicite. Ottinger, il y a un petit quelque chose de Carey Price, trouvez-vous? Dans sa façon, son attitude, sa façon de garder les filets. Je pense, en tout cas, j'ai l'impression... Moi, j'ai dit ça de Caden Primo une fois, là, donc je ne dis plus jamais ça. Non, mais c'est parce que Caden n'était pas aussi... Oui, mais j'étais... avait pas les mêmes lettres de noblesse que Jake était en pamoison. Pêchait par excès d'enthousiasme. Mais oui, je trouve... il est un peu plus grand, mais gabarit similaire, même genre d'attitude, grand technicien devant son filet, même genre de précocité. Je pense qu'il va être bon longtemps. Il y a un petit quelque chose de... Il y a un petit quelque chose. Okay. Un petit quelque chose. D'accord. Vous savez qu'il a été repêché... en première ronde. Oui, en fin de première ronde par les Stars. De mémoire, c'était 26e au total. Et qui a été repêché juste avant lui? Jared Tenordi. Ryan Poehling. Ah oui. Ouais, Canadien. Où est-ce que tu vas en venir avec ça? Alors, fais-nous donc ça, le repêchage, à la première ronde. Non, mais peut-être que Montréal aurait dû s'attarder à cette position-là un peu plus tôt. Envoie ça à Mathias, c'est commentaire. Pas mal sûr que ça a déjà été couvert. C'est sûrement que ça a déjà été fait.
Ben, moi, je suis très à l'aise avec comment dire, l'authenticité de cette situation. Bon, donc, Seattle, un peu comme pour Seattle, Colorado, on va passer vite, Seattle-Dallas. Dans l'Est, moi, je suis un peu... Je suis très surpris. Puis en même temps, je regarde cette équipe-là. Tu disais tantôt en parlant du Kraken, Martin, qu'il y a quand même plusieurs joueurs qui ont de l'expérience des séries. C'est L'expérience d'avoir gagné la Coupe Stanley. Oui, c'est non négligeable. C'est pas exactement la même chose au New Jersey, mais Non, c'est une des équipes qui en a le moins, ça. Non, mais il y a quand même des gars qui, Il y a Palat, qui ont joué. Il y a Palat, il y a Tatar. Dougie Hamilton a dû un peu de bagage. Parce que moi, quand je regardais ça, je me disais, jeune équipe. C'est une jeune équipe, donc ils ne feront pas le pas contre les Rangers. C'est pas juste une jeune équipe. Mais c'est rare, honnêtement, ce que les Devils ont fait après autant d'années d'exclusion en séries éliminatoires, d'arriver de remporter le premier tour. C'est assez rare que ça se fait dans la Ligue nationale de hockey. Il y a toujours une période d'apprentissage un peu ou un choc. C'est ça. Et ça leur a pris quelques matchs. Il faut se rappeler, les 2 premiers matchs contre les Rangers pour les Devils, ça a été difficile. Puis ils se sont ressaisis, ils ont été capables. Il y a eu l'arrivée d'un nouveau gardien aussi qui a changé l'allure de cette série-là. Et quand tu as un gardien confiant qui stoppe les rondelles devant le filet, ça change la façon de jouer de l'ensemble du groupe. C'est fascinant. Il va falloir que j'apprenne son nom. Schmidt. Akira Schmid. Akira. Et ils ont beaucoup d'attaques, les Devils. Il y a un gardien qui stoppe les rondelles. Ils sont assez efficaces défensivement. Alors, ils affrontent une équipe, les Hurricanes, qui est décimée en attaque quand même. Svechnikov, c'est un joueur majeur. C'est vraiment un joueur important dans l'attaque de cette équipe-là. Puis là, tu regardes l'alignement des Hurricanes, tu as Sébastien Aho, puis tu regardes autour de lui, il y a un gars qui joue au sein du premier trio, McEachern. Écoute, Sean? C'est pas le bon vieux Sean McEachern? Oui, c'est surprenant. Sébastien lui-même. Tu regardes ça, le centre du deuxième trio, c'est Jesperi Kotkaniemi, qui n'est pas encore devenu le plus grand. Pas encore, mais ça s'en vient. Okay. Va-t-il se lever? Une passe en 6 matchs, mais on sent que... C'est une bonne. C'est belle. C'est un joueur de série. Oui. Alors, mais il est 1 an plus jeune que oui, Tkachuk. Il a seulement 22 ans. C'est le 8e joueur le plus jeune en série. OK. Alors, tout ça pour dire, c'est ça, il va falloir que les Hurricanes marquent des buts dans cette série-là. Et ils sont assez minces de ce côté-là. Ouais. Ils sont très bons défensivement, mais ils sont assez minces dans un match de 3-2, il faut que tu ailles marquer le 3e but. Alors, c'est ça. Moi, je pense que les Devils vont réussir à faire un bon parcours. C'est vrai qu'on disait de lui que c'était un joueur de série, Kotkaniemi. Ben oui. Là, il y a 3 passes, c'est 20 matchs en série avec les Hurricanes. Il n'a aucun but, 3 passes. Il joue en série, mais c'est moins un joueur de série. Non, mais dans le sens que il y a des séries, puis il joue dedans. Il joue dedans. Non, mais il pourrait jouer à l'extérieur. Mais là, il est dedans. Ouais. Pour toutes ces raisons. On a pris les Devils en 6, tout le monde, je pense. Et puis, les Devils ont eu leur problème contre les Rangers, entre autres, l'année dernière, c'est que on n'arrivait pas à marquer le gros but. Là. C'est une équipe qui est bien structurée, qui joue avec tellement d'acharnement que ça finit par causer des erreurs. C'est la seule équipe qui joue du homme à homme là, comme stratégie, là. Et puis bon, pour faire ça prend une énergie de tous les instants. Puis ça peut être rendu à ce temps-ci de l'année, ça peut être éreintant un peu. D'un autre côté, il manquait les chevaux à l'attaque pour faire la différence quand ça comptait. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher Brent Burns, Pacioretty, tout ça. Malheureusement, Pacioretty n'a pas joué de l'année. Svechnikov, qui est probablement le joueur le plus important avec AO, n'est pas là. Teravainen s'est blessé. Je vois mal comment une équipe qui a moins d'arguments que l'année dernière va pouvoir passer à travers. Ouais, fasse mieux. Ce qui nous amène aux Maple Leafs de Toronto qui sont là, qui vont qui sont les tombeurs ce qui était une dynastie. D'ailleurs, le Lightning, parenthèse, est-ce que on s'en va vers le... Oh non. C'est la pente descendante ou... Ah non. Il reste du temps, mais je pense que c'est une équipe qui était fatiguée. On l'a vu dans les 2 derniers mois et demi du calendrier, ça avait été
la pente descendante était entamée. Ouais. Et au hockey, c'est une vieille expression. Là, tu peux pas placer l'interrupteur à on sur demande. Il faut que tu aies un élan quand tu entres en séries éliminatoires. Et eux, ils avaient un élan négatif. Ils l'ont quand même combattu de façon fort vaillante. Là. Cette série-là aurait pu aller de leur côté. Alors, ça va leur faire du bien d'avoir un bon été de repos pour une fois. Pour les Maple Leafs, ils ont fait, dans les 6 dernières années, les Maple Leafs, depuis le début de l'ère Austin Matthews, Mitch Marner, les matchs qui se sont soldés par la marge d'un but, ils en remportaient 1 sur 3. Les matchs qui allaient en prolongation, ils en avaient remporté 1 sur 3. Et là, ils ont trouvé le moyen de remporter ces matchs-là très serrés. J'ai fait un texte là-dessus au cours des derniers jours, mais je trouve que Austin Matthews C'est ça passe beaucoup par... illustre bien le changement qui est survenu. Austin Matthews a été l'attaquant qui a bloqué le plus de tirs dans la Ligue nationale cette saison. C'est pas loin de 50% plus de tirs bloqués cette saison-ci que l'an passé. Les Maple Leafs ont stoppé quelques 300 rondelles de plus. Et s'ils n'avaient pas fait ça, dans plusieurs matchs, le taux de possession de rondelles était en faveur du Lightning. S'ils n'avaient pas fait ça au premier tour, ils ne seraient pas au deuxième tour présentement. Le meilleur joueur hier dans le premier match contre les Panthers, Austin Matthews a eu 7 chances de marquer de qualité. Il a créé une chance de marquer. Frapper le poteau. 19 à 14 des chances de marquer pour les Maple Leafs. Dans la dernière minute et demie, ça bourdonnait de partout. Alors, les Panthers ont gagné, mais il y a quand même, on voit qu'il y a une assise solide dans leur façon de jouer, qu'ils ne dérogent pas de leur plan de match. Alors, moi, je pense qu'ils vont remporter cette série-là, mais les Panthers sont drôlement fatigants à affronter. Puis ça va être un défi différent pour les Maple Leafs, parce qu'on a vu l'échec avant, tous azimuts des Panthers, hier, qui a dérangé beaucoup les défenseurs des Maple Leafs. Il va falloir que les Maple Leafs fassent attention à Sam Bennett, qui est extrêmement redoutable. Ça, c'est un joueur de série. Oui, qui est extrêmement redoutable. Matthew Tkachuk, qui est le leader de cette équipe-là, et Montour en défense, qui connaît des très bonnes séries aussi. Mais si on fait la balance du talent des deux côtés, là, on compare le groupe des 5 meilleurs joueurs des Maple Leafs avec le groupe des 5 meilleurs joueurs des Panthers, je pense pas qu'il y a photo. Non, c'est une comparaison qui va mal pour la plupart des équipes avec les Leafs. Essayais-tu de me faire prédire la chute du Lightning de Tampa Bay? Quand ça? Parce que non, juste non. avant, non. parce qu'on ne m'y reprendra plus. Non, plus jamais. Moi, je plus jamais. ça, Aucune équipe n'étant sur la pente descendante. C'est Tampa Bay, dans les 3 derniers parcours du Lightning en série, si on ajoute celui de cette saison, a disputé 77 rencontres. C'est une saison complète, là, pratiquement supplémentaire. Les Leafs, pendant ce temps-là, c'est un petit peu plus que 20. Ah, d'où le génie de perdre en première ronde. Non, mais pas le génie, mais on parle quand même d'un 2/3 de saison entassé en à peu près 3 ans. Mais déjà que les calendriers sont tellement épuisants, là, vous ajoutez là, plus d'une 50aine de matchs par rapport à vos opposants et de nombreux départs. On a été obligé de bricoler et tout le temps. C'est sûr que ça finit par faire une différence. Je ne dis pas que c'est à cause de ça que les Leafs ont gagné. C'est une équipe qui est différente de ce qu'on a vu auparavant, mais quand même, c'est sûr que ça finit par les rattraper et ça démontre à quel point leur domination des 3 dernières saisons a été exceptionnelle dans le contexte actuel. Ouais. Et l'Avalanche en a presque fait un hommage cette saison en perdant au premier tour, en démontrant à quel point essayer de répéter, c'est pratiquement mission impossible. Alors, eux ont tout donné, mais c'est ça. Il y a des blessés, parce que ça t'arrive d'avoir des blessés. Le Lightning a gagné une coupe sans son capitaine, là. Alors, ça arrive à tout le monde. Et c'est ça, ils n'ont pas été capables de franchir la première ronde. Moi, je trouvais que c'était pratiquement comme un hommage au Lightning. Il y a des gens qui disaient le printemps dernier, l'Avalanche, c'est la prochaine dynastie de la Ligue nationale. Attendez, là. Non, c'est très difficile. Puis la Ligue est organisée comme ça maintenant. Quand tu as une équipe championne, ça prend des années à monter une équipe championne. Quand tu l'as, tu es obligé de laisser partir des morceaux importants parce que le plafond salarial l'exige, les blessures, le calendrier, etc. Cette année, dans les 8 équipes qui restent, je pense celle qui a remporté la Coupe cette année le plus récemment,
C'est pas les Hurricanes? C'est les Hurricanes en 2006. Oui, je pense que c'est ça. Alors, tu sais, c'est tout nouveau tableau complètement, mais la Ligue est faite pour ça. C'est presque comme lancer les dés sur la table année après année. Mais ça fait en sorte que c'est pas 80% des équipes favorites qui remportent leur série, ce qui, ça, est un peu un excès de l'autre côté. Disons ça comme ça. Donc, contre les Panthers, ben, c'est ça. Toronto aussi, plus de profondeur en général, plus d'atouts. Mais je suis curieux de voir parce que la Floride a pratiquement joue à 3 trios, là, pratiquement. Je ne sais pas si ça va finir par les rattraper. Ça, c'est très impressionné par leur 3e trio. J'aime beaucoup Luostarinen, honnêtement. Puis je m'étais fait la réflexion cet été, pas cet été, mais cet hiver, quand je le voyais jouer à Montréal. Je disais, écoute, il est imposant physiquement. À chaque présence, on le sait, on le sent, on sait qu'il est là et tout. J'ai bien aimé leur 3e trio. Mais c'est ça, on joue presque à 3 trios. Ça pourrait finir par nous rattraper. Puis là, hier, il était question chez les Leafs, du moins, les gens de Hockey Night in Canada en parlaient un peu. Disaient ça va vite un peu pour le bon vieux Mark Giordano. Alors, est-ce que ce serait une possibilité de jouer à 11-7, étant donné qu'on n'utilise pratiquement pas notre 4e trio chez les Panthers? Je pense qu'effectivement, ça pourrait servir ça pourrait servir les Leafs à ce moment-là. Mais oui, ils ont disputé un bon match hier, malgré tout, puis j'ai l'impression qu'ils vont finir par prévaloir. Mais encore là. Et là, mon enseignement de l'histoire est bien ficelé. En 2019, l'équipe qui a éliminé celle qui venait de signer la meilleure saison de l'histoire à ce moment-là, les Blue Jackets de Columbus, qui avaient balayé le Lightning de Tampa Bay, ont été éliminés en ronde suivante. Et qui était le gardien de but? Sergei Bobrovsky. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a aucune chance. Aucune chance! Il était très bon hier. Oui, non, c'est ça qui arrive. Oui. Puis c'est toujours un peu, enfin. Mais Columbus, de mémoire, Columbus menait cette série-là 2-1 contre Boston et il a perdu en 6 matchs. Donc, on s'enligne là-dessus. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on a demandé à nos adeptes des réseaux sociaux de nous décrire la première ronde en 3 mots. J'aime ça jouer avec les chiffres. Peut-être qu'après la 2e ronde, on leur demandera d'écrire la 2e ronde en 2 mots, puis ensuite de ça en 1 mot. Enfin, on y pense. Je sais pas, on verra. Puis après ça, la finale avec un émoticône. Avec un onomatopée. Wow! Bonne affaire de même. Alors, qu'est-ce qu'on a en 3 mots sur le book? Julie, perdu mon pari. C'est bon, ça. Bravo, Julie, c'est bien. On respecte les consignes, c'est inventif, c'est pas tout le monde. Philippe, je me suis planté. C'est presque ça, mais c'est très bon aussi. Il aurait fallu que ce soit juste « me suis planté ». C'est ça, il était pas loin. Éric, toujours sur Facebook. 3 belles surprises. Normand Brie, Tradition Toronto. C'est bon, très bon. Pierre, toujours sur Facebook. Surprise, surprise, surprise. C'est accepté. Comment on appelle ça? C'est quoi le processus? La répétition? Oui, ça a un nom. C'est une figure... Enfin, j'aimerais ça être plus brillant. J'aimerais ça être plus brillant, mais je ne suis pas capable. Figure de style. Figure de style, oui. Quand tu t'insistes, quand tu répètes quelque chose, ça a un nom. C'est un procédé, oui. C'est un procédé. Par contre, on dit ça a un nom. Ça a un procès. Tu n'es peut-être pas brillant, mais tu peux faire attention à ton vocabulaire, par exemple. Ouais. Ça se détériore. Bon, et Jean-Simon, les arbitres, ces 3 mots. Bof, on n'en a parlé pas tant que ça. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a aussi sur... le Gram. Sur le Gram, on a... Je n'étais pas tout à fait prêt. Bruins choke LOL. Ça, c'est bon, c'est Vinny. Toronto, toujours vivant. Est-ce que je vous rechante encore? Toujours vivant. Non, ça, c'était dans l'épisode précédent. C'est assez. Douceur Akira, c'est bon. C'est plus que 3 mots, mais c'est une bonne question. C'est M. Lorenzo. Ah oui, oui. Puis, il y avait aussi sur le Tube, il y en a une sur le Tube, Luc, enfin du nouveau. Tu le disais, Martin, l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley le plus récemment, 2006, les Hurricanes. Puis l'équipe qui a le plus loin, les Maple Leafs. Les Maple Leafs. Pas besoin de ça. Même pas besoin. C'est toujours ça la réponse. Il y en a qui n'ont pas gagné. Oui, mais... Overall thoughts on that one? Overall thoughts? I'm so disappointed and disgusted right now. That's my thoughts. Where does the disgust come from? Pardon me? Where does the disgust come from? No pushback. But it's the same crap we saw in February. It was. That's why so as soon as we were challenging for first place and teams were coming after us, we had no pushback. This series, we had no pushback. Their better players were so much better than ours, it's not even close. C'est la plus belle sortie
je parle de sortie, là, il sort de scène de la saison. Rick Bowness, l'entraîneur des Jets de Winnipeg. Il aurait pu laisser tomber le micro avant de partir. Ça arrêtait, Ouais, il manquait été juste ça. Il manquait juste ça. Puis, si vous avez regardé le très court point de presse au complet, vous n'avez pas perdu beaucoup de temps, parce que je pense que ça a duré 1 minute et demie, mais il est arrivé en disant « Ça va être short and sweet ». C'est l'expression. Ça dure 65. C'est l'expression qu'il a utilisée. Bowness qui était vraiment pas content. Bon, pushback, je ne sais pas comment traduire. Aucune réplique. C'est pas de ça. réponse, pas de réplique. Donc, ça revient souvent, il dit « Mon équipe n'a pas de riposte. Pas de riposte. » Puis leurs meilleurs joueurs, en parlant de ceux des Golden Knights, ont été meilleurs aux nôtres. Puis voilà. Puis c'était, cette réponse-là, la question était dirigée surtout sur le groupe de leaders. C'est un fiasco là, à Winnipeg. D'abord, est-ce que Kevin Vildayoff va garder son emploi? Parce que là, retournons quelques années en arrière. Tu sais, quand ton entraîneur démissionne, parce que c'est ça qui est arrivé avec Paul Maurice, Ouais. c'est pas comme un... On voit pas ça souvent. Mais quand Paul Maurice a démissionné, les problèmes dataient d'avant ça. Là. C'est ça. Il y a des joueurs... Quand la saison où les Jets ont été balayés par le Canadien? Oui. 4-0. Oui, 0. Pendant le fait 2 ans. Il y a des joueurs des Jets dans leur entrevue, dans leur conversation de fin de saison avec les dirigeants de l'équipe qui ont dit « Moi, je ne reviens plus ici. Là, vous avez perdu le contrôle. Vous avez perdu le vestiaire. Vous ne gagnerez jamais rien avec cette culture-là. Je ne veux rien savoir. » Et donc, là, ça a continué. Et Paul Maurice a quitté son poste l'année passée en disant écoutez, moi, mon message, les joueurs ont besoin. Il a dit ça illégalement. Il a dit, les joueurs ont besoin d'une autre voie. Ça a été un échec l'année passée. Puis là, Rick Bowness, qui est l'être humain qui a le plus de matchs passés derrière un banc d'une équipe de la Ligue nationale dans l'histoire de la Ligue, qui fait une sortie comme ça à la fin de la saison, puis qui dit ce groupe-là, ça a été la même merde qu'on a vue durant la saison régulière. On n'a pas de riposte, ça voulait dire on n'a pas de caractère. Là, quand on se fait mettre au défi, on n'est pas capable de répliquer. Alors là, à un moment donné, ton directeur général, il dort au gaz, je m'excuse, là, puis ils ont une culture à Winnipeg, dire on prend soin de notre capital humain, puis on fait grandir tout le monde, puis les joueurs qui viennent jouer ici, on va tellement bien les prendre soin d'eux qu'ils vont vouloir rester ici à Winnipeg, mais parce que là, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, les joueurs restent, mais ça fait peut-être un bout de temps qu'on aurait dû en laisser partir quelques-uns puis brasser la soupe. Là. Il s'agit d'identifier qui. Et là, c'est ça le grand défi. Et là, ça va arriver alors qu'ils sont, comme dirait Claude Ruel, accumulés au pied du mur. Parce que là, il y a plein de contrats qui se terminent. Et là, tu le fais plus avec un fusil sur la tempe qu'avec la pleine liberté. Et c'est sûr que c'est ça, tu n'obtiendras pas... c'est ça, les joueurs qui vont partir, tu n'obtiendras pas le meilleur retour que tu aurais pu avoir. Bowness a réagi à chaud aussi, évidemment. Il l'a dit après. Il l'a dit après que il a utilisé le mot dégoûté. Là. Ouais. C'est quand même rare que tu utilises ça de ton équipe. Il a dit avoir regretté l'emploi de ce mot-là. On a probablement vu, l'espace d'un instant, ce qu'il pensait réellement. Là. Exact. Je pense que c'était la vérité. Il a regretté d'avoir dit la vérité. La vérité crue, oui, exactement. Je pense que ça faisait quelques mois qu'il ruminait. Ça y tentait, moi. Puis oui, d'ailleurs, il a dit ça parce que le journaliste renchérit en disant on dirait que tu te retiens depuis longtemps. Puis il dit oui depuis le mois de janvier-février. Reste qu'il avait quand même réussi à transformer cette équipe-là, qui était 3e à la mi-saison dans toute la Ligue, qui a réussi à se qualifier en série, contrairement à l'année précédente, qui avait quand même une bonne fiche avec 95 points. Après coup, les joueurs, quand ils ont parlé le jour des vidanges, comme on dit, là, quand ils sont allés chercher leurs affaires le dernier jour, ils ont fait front commun, à la limite, contre Bowness, ou en tout cas pour contredire cet élan-là, disons, là, dont Blake Wheeler, l'ancien capitaine à qui on a enlevé le C, n'est-ce pas? D'ailleurs, alors Wheeler et tous les autres, il était une 12 ou 14, je pense, à avoir parlé aux médias, et tous ont dit, écoutez, on n'est pas d'accord avec ce que le coach a dit, il est allé trop loin. Ouais. Non, mais c'est rare qu'on tient des propos comme ceux-là. Il n'y a pas là une illustration d'un problème dans cette chambre-là. Bowness va être de retour. En tout cas, pour l'instant, c'est ça le plan, là, à moins que le propriétaire décide de tout chambouler puis de renvoyer tout le monde. Là. Mais pour l'instant, avec ce groupe de direction-là, il a été dit que Rick Bowness serait de retour. Alors, il va falloir trouver une façon de corriger ce qui ne va pas à l'interne.
après 2 ans de bisbille, puis de grogne, puis de zizanie, puis appelez ça comme vous voulez dans ce C'est vestiaire-là. d'autres synonymes? J'essayais, mais... De rififi. de Réfifi, ça c'est bon. J'imagine qu'on a été capable d'identifier, entre guillemets, les coupables, les pommes pourries, ceux par qui cette culture-là, ces lacunes dans la culture sont arrivées, tu sais, et qui on doit garder, Josh Morrissey n'ira pas nulle part, vient de connaître la meilleure saison de sa carrière. C'est un gars dont on dit beaucoup de bien dans la Ligue nationale. Il a une excellente réputation. Blake Wheeler a une très bonne réputation aussi. Je comprends qu'il va avoir 38 ans cet été puis qu'il en est à sa dernière année de contrat, mais on va pas se mettre à identifier des gens, là, mais on a quand même entendu des noms parmi les joueurs vedettes avec qui peut-être ça concordait moins maintenant. Tu sais. Pierre-Luc Dubois a été la cible de toutes les attaques des partisans, entre autres. Tout le monde a un peu tenu pour acquis que c'était lui, entre autres, là, lui et Scheifele probablement, dont on parlait. Même si Scheifele a été blessé et a manqué des matchs, mais dont Bonus parlait quand il disait que les meilleurs joueurs de Vegas avaient été meilleurs que les siens. On a reproché son nombre de punitions mineures. C'est vrai qu'il y en a eu 4. D'habitude, Dubois, oui, est un de ceux qui en écope le plus dans l'année, mais il est aussi celui qui fait en sorte que les autres équipes en prennent énormément. Là, ça a moins été le cas durant les séries. Jonathan Marchessault est venu à sa défense en disant écoutez, moi, je l'ai joué cette série-là, puis c'était pas mal leur meilleur joueur sur la glace, là, en général, là, si on prend les 5 matchs. Mais il y a de ce. Il y a de ça, là, de ce divorce annoncé. Je pense que ça va brasser si je peux faire pas une mal. Parenthèse. En même temps, moi, si j'étais un partisan d'une équipe dans laquelle il y a un joueur qu'à chaque mois, il y a une rumeur comme quoi il va aller jouer à Montréal. Oui, va-t'en. Je ferais, regarde, c'est ça, tu sais, j'aurais pas d'empathie, puis mes analyses du match seraient teintées de ça. Exact, parce que s'il y a un joueur chez les Jets que je prendrais en séries éliminatoires, n'importe quand, c'est Dubois. C'est Dubois. C'est Connor Hellebuyck. Ben, il n'a pas été bon cette année, Non, mais normalement, oui. Mais parlant d'Hellebuyck, parlons-en du gardien, parce que tout va s'articuler un peu autour de ça, là. Il va avoir des changements à Winnipeg, c'est sûr. Lui, il lui reste 1 année de contrat. C'est celui qui corrige les lacunes de cette formation-là depuis plusieurs saisons. Là, il n'a pas été bon en série, je comprends, là, mais il y a quand même tout un pedigree et les Jets pourraient lui offrir une prolongation de contrat dès cet été. Il a 30 ans, je pense. Alors, il y a tout un calcul là-dedans. Il a dit très clairement qu'il n'était pas intéressé par une reconstruction. Donc, si c'est la... Ils ont tous dit qu'ils n'étaient pas intéressés par une reconstruction. Alors, si c'est la direction, que prend la direction? Mais il faudra voir quelle direction sera là. Moi, je reviens à ça. Je pense que parce qu'ils peuvent échanger Scheifele, ils peuvent échanger Dubois, ils peuvent échanger Hellebuyck. Les trois, il leur reste 1 année là, de contrôle. Okay? Dubois n'a pas de contrat, mais il est encore sous contrôle de l'équipe pour 1 an. Ouais. Les 2 autres ont encore 1 année de contrat. Il y a Wheeler aussi là-dedans. Alors, ils peuvent faire le grand ménage s'ils veulent. Les 2 seules vedettes avec qui ils sont vraiment liés pour l'instant, c'est Josh Morrissey en défense, puis je pense que c'est une bonne chose, et Kyle Connor. Alors, c'est tout. Mais pour le reste, ils pourraient se débarrasser de tous les autres piliers puis décider de recommencer à zéro s'ils veulent. Dans ce contexte-là, c'est ça. Hellebuyck n'a pas le goût de rester si, par exemple, Scheifele, Dubois, Wheeler s'en vont, puis qu'on cherche à échanger Healers, mettons. Et puis là, lui, ça ne l'intéresse pas, il l'a dit. Alors, je pense que la stratégie va beaucoup s'articuler autour de l'avenir d'Hellebuyck. Et je reviens là-dessus. Non, il me semble que ça sent le changement à la tête, là. Non? Je pense pas. Je pense pas, moi. Je sais pas ça sent, mais je reviens à ça. Il y a comme... C'est pas nouveau, là. C'est pas de cette année là, qu'il y a un problème. Là. Puis, ce problème-là, il y a juste une personne qui peut le régler, c'est le directeur général. Mais Cheveldayoff, depuis qu'il a pris la tête, fait du très bon boulot, là. Moi, je trouve. Moi, je trouve qu'ils font du surplace, là, mais ils ont été frappés par des avaries aussi. Là. C'est quand ils ont perdu la saison où ils ont perdu leurs 5 premiers défenseurs d'un coup. Mais cette équipe-là, je pense, c'est jamais. Il y avait un leader, je pense, fort dans ce vestiaire-là, c'était Dustin Byfuglien. Et quand Byfuglien est parti... Tu penses pas que Blake Wheeler est un leader fort? Ben, peut-être, mais ils ont enlevé... Il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose, visiblement. Mais sur place, moi, je suis pas d'accord. C'est une équipe qui a eu des hauts et des bas. A fait la demi-finale en 2018. On la croyait en pleine ascension. Il y avait Patrick Laine dans cette équipe-là aussi. Là. On semble l'avoir Mais Alex, quand tu as des hauts et des bas... C'est 2018, ça fait 5 ans. Ne fais-tu pas du surplace? Pas nécessairement, parce qu'elle a semblé en ascension longtemps, jusqu'à cette demi-finale-là.
Et après cette élimination-là, en 2018, on était nombreux, dont moi, à dire c'est une équipe qui va être dangereuse. Martin l'a dit, l'année d'après, elle a été frappée par des avaries majeures. Ils ont perdu l'entièreté de la défense. On ne voit jamais ça. Et puis, on a réussi, là, après, à se maintenir plus ou moins en faisant un peu de surplace. Mais avant ça, Cheveldayoff avait construit quelque chose de bien. Là, ça fait 2 ans qu'on n'identifie pas, entre guillemets, les pommes pourries. Je suis d'accord. Sauf que il a patiemment construit cette équipe-là. Il a réussi à garder à Winnipeg des joueurs de premier plan qui auraient pu être tentés de s'en aller ailleurs parce que c'est pas une ville qui est très prisée. Je vous apprends rien. Il y a un défi. Il y a un défi quand tu es le directeur général des Jets de Winnipeg que tu n'as pas quand tu es celui des Golden Knights de Vegas, des Prédateurs de Nashville, des Stars de Dallas ou du Lightning de Tampa Bay. C'est plate, mais c'est ça. Et c'est vrai. Et puis, peut-être que Cheveldayoff s'est dit, c'est toujours mieux. Il y a 2 façons de régler un problème, OK? Soit tu l'échanges ou soit tu essaies de le régler à l'interne. C'est toujours mieux de le régler à l'interne si tu es capable parce qu'il y a des chances que tu négocies en position de faiblesse. Il n'y a jamais rien de garanti dans un échange. Tu as des éléments sous la main si tu es capable de laver ton linge sale en famille puis de repartir sur des bonnes bases puis de régler ton problème à l'interne. Ouais. Ça devrait être la solution. Là, ça fait 2 ans, ça n'a pas marché. Il va falloir qu'il bouge. Il va avoir une autre stratégie. Personnellement, moi, je n'ai pas de problème avec sa gestion. Peut-être là, oui, vas-y. Ben, c'est ça. Tu sais, Cheveldayoff est arrivé En 2012, je pense. avec l'équipe en 2011. C'est ça. Il a hérité de l'organisation des Thrashers d'Atlanta. Qui était une belle franchise bien menée. mais dès le moment où Byfuglien est sorti du portrait, ça s'est gâché. c'est parce que c'est important. Byfuglien est sorti en même temps que Trouba, puis en même temps que Myers, puis que Tobias Shenstrom. Mais les puis... problèmes de leadership ont commencé là, après ça. Voulez-vous parler de Daryl Sutter? On n'est pas obligé. On peut. Ben, rapidement, là. Il est parti. C'est ça. OK. Il était congédié. Il était congédié. Non, Salut, Daryl. J'ai été juste surpris du timing. Je pensais qu'on l'aurait fait à la fin de la saison. Parce que là, Traveling, là, Oui, Traveling, oui. il est parti, lui. Brad. Il est parti. Oui. C'est Alors là, il y a tout à refaire. Tout est à refaire C'est là-bas. une feuille vierge. D'accord. Hein? On règle ça. On en règle des dossiers. Avez-vous coche ça? Barre ça de la liste, Alex. Là. Daryl Sutter, Je délite. c'est fait. Non, mais tu parlais des Trashers d'Atlanta. J'ai pas pu lire l'article parce qu'il faut être abonné, puis j'ai ça, mais Sylvain Saint-Laurent... Non, mais c'est parce que mais là, il faut que je remplisse et tout. Mais Sylvain Saint-Laurent, du droit, Oui. de la coop des médias, je ne sais plus, faisait une insinuation dans son titre avec Atlanta. Et Snoop Dogg, avez-vous entendu? Ça Ah dit quelque chose? ça. Que si Snoop il veut acheter une équipe de hockey? Ouais, ben, il s'est joint à un consortium là, pour essayer d'acheter les sénateurs. Hein, je savais pas. Oui. Wow, il y a du gros star power pour Ouais, acheter les c'est- sénateurs. Oui, vraiment. Est-ce qu'on a d'ailleurs, Martin, as-tu des échos? As-tu quelque chose? Je pense qu'il fait beaucoup d'argent dans le domaine de... Snoop? C'est un cultivateur de marijuana. Ouais, Je pas pense qu'il sûr. fait dans l'industrie du pot, oui, je pense. En tout cas, il En tout cas, y il en a serait- déjà ça, consommé, je Ouais, pense. ouais, c'est ça, mais- c'est Il y ce en a qu'on- déjà je pense consommé. que c'est ce qu'on Ah. dit. Vous savez que C'est pas juste la musique avec la musique. Non, non, il non, fait c'est plus une beaucoup de grosse musique, business. Snoop, Une grosse business. honnêtement. Oui, mais c'est une méga vedette quand même. OK, fait que ça expliquerait pourquoi ça vient d'Ottawa, la nouvelle. OK. Fait que Ouais. est-ce qu'on a d'autres? Fait qu'il y a Ryan Reynolds, Apparemment que Snoop Dogg. Est-ce qu'il y a d'autres vedettes? Non, mais le délai, là, on approche du délai là, pour soumettre les offres. Je pense que c'est à la mi-mai. OK, la mi-mai. Ouais. Parfait. Excellent. Martin, as-tu une rumeur, quelque chose? Non, Martin, il gosse non, son scoop. téléphone. Non, là, il moi, est j'ai- occupé. Dessus sur, J'ai juste Le hâte beau. de voir comment ils vont financer leur amphithéâtre. Ah, c'est ce que oui! j'attends. Ben, je vais te le dire comment ils vont financer ça. Avec ton argent, mon vieux. Mais ça me prendrait. Avec tes impôts. Non, peut-être pas, parce que Non, le mais- fédéral Le donnera fédéral se tenait probablement loin, ouais, rien. c'est ouais. vrai, ouais. Non, non, ils vont donner un terrain. Regarde, c'est La à nous ville, autres. la C'est à ville nous va autres. cracher. Le terrain est au fédéral. C'est ça. Ouais. C'est à nous autres. C'est notre si tu l'avais terrain. vendu, là, ça aurait été dans les transferts en santé. Hein, pense à ça. OK, pensez à ça, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Alexandre Gascon, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey et de Roland-Garros. Merci de le rappeler. Tu sais là, que c'est pas la même chose. Là. D'abord, c'est un sport J'ai déjà individuel. couvert autre chose. J'ai déjà couvert du sais. karaté. Ah. Ben oui.
quand même. On a couvert de l'escalade. Puis là, tu t'en tireras pas. On va te parler en France. Mais le peu tennis, importe l'heure qui est là-bas, puis peu faudrait que vous importe me qui fassiez joue. un briefing. Là. Par exemple, tu pourrais me faire un Je petit vais briefing. t'expliquer comment avant ça de marche. partir. Je vais t'expliquer comment ça Ok, marche. parfait. Merci infiniment de ta présence. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Toujours un plaisir, messieurs. Également. Mais là, je vais-tu collaborer avec vous de Paris? Oui, c'est ça que je dis. Oui. Tu Ok. penses que tu vas t'en tirer? Non, je Nu. me posais la question. Autour d'un steak frites ou je ne sais trop quel cliché tu vas manger là-bas parce que tu n'es pas le plus... Un foie de veau. pas le plus aventureux. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.